Nous nous sommes infligés d'énormes dégâts. Je ne vois aucun élément qui montre que quoi que nous fassions à ce stade contre l'Iran sera bénéfique pour les États-Unis, le peuple américain et nos intérêts stratégiques à long terme. Mais je ne pense pas qu'il y ait de stratégie à long terme. Je ne pense pas que nous en ayons jamais eu. La seule que nous puissions citer ces dernières années, c'est évidemment l'endiguement au cours des dernières décennies, et cela a été abandonné. C'est donc une opération très courte de vue, avec des intérêts à très court terme, anéantir l'Iran, les faire capituler, si vous voulez, devant Donald Trump. Bon courage. Permettez-moi de vous poser une question difficile. Encore une fois, si l'Iran prend l'initiative, s'il déclenche une séquence qui provoque une réponse militaire des États-Unis, et s'il considère que cela revient à enlever les gants, puis qu'il frappe toutes les cibles que vous avez mentionnées, cela risque, je ne vois pas comment cela pourrait avoir un autre effet, d'avoir un impact économique catastrophique sur les États-Unis. Une récession majeure, peut-être même une dépression. Et cela nous causerait énormément de problèmes partout dans le monde. Quelle est la possibilité, ou plutôt, quelles seraient les implications que l'Iran calcule ceci? Écoutez, nous pouvons lancer une nouvelle phase qui entraînera forcément une riposte. Ils frapperont nos infrastructures pétrolières, ils frapperont notre secteur énergétique, et ce sera très très douloureux, avec de longues années de réparation. Mais cela pourrait, au final, provoquer la défaite des États-Unis, et nos objectifs à long terme pourraient être atteints. Est-ce un calcul qu'ils pourraient faire de manière rationnelle? Je le pense, oui. Et je pense que vous parlez de dégâts infligés à la région du Golfe Persique et à ses infrastructures, dont le rétablissement demanderait au moins 10 ans. Donc vous parlez clairement d'une dépression à l'échelle mondiale. Et je pense que, de ce point de vue aussi, nous sommes déjà bien engagés dans cette direction. Une chose assez intéressante, c'est d'observer Scott Bessent. Il est très sensible au marché obligataire. Nous sommes maintenant largement au-dessus de 5% sur les obligations à 30 ans. Cette dernière émission obligataire nous a coûté énormément cher. Nous avons de très gros problèmes financiers et Scott Bessent utilise tous les artifices et toutes les illusions imaginables dont il dispose pour en quelque sorte repousser l'inévitable effondrement financier qui, selon moi, arrive. J'ai toujours accordé beaucoup d'attention à ce que disent Jeffrey Gundlach, Luke Gromen et d'autres, parce que j'ai une grande confiance en eux. Et je surveille aussi ce seuil des 5% sur l'obligation à 10 ans. Et tout le monde le dit très clairement. Si vous franchissez ce seuil et que le rendement de l'obligation à 10 ans dépasse 5%, vous entrez en territoire inconnu. Et ça pourrait être catastrophique pour nous. Oui, c'est la fin du système du pétrodollar. À ce stade, franchement, je pense qu'il est déjà mort. Ce système ne faisait que recycler les dollars du Golfe Persique vers les États-Unis. C'est terminé. Personne ne veut investir dans notre dette. On a, en quelque sorte, repoussé l'effondrement au Japon. Et ce faisant, on a nui à l'euro parce qu'on utilise l'euro. Évidemment, un banquier m'a dit l'autre jour en Europe, « Qui essaie-t-on de tromper? L'euro et le dollar, c'est la même chose. Tout est en dollars. » J'ai répondu, « D'accord. » Je pense que financièrement, nous sommes dans une situation très fragile en ce moment. Alors laissez-moi vous poser la question. Je suppose que je ne sais pas lequel casse en premier. Est-ce que ça casse d'abord ici, chez nous, sur le plan financier? Ou est-ce que ça explose dans le Golfe puis que ça casse ici financièrement? Je ne sais pas. Oui, mais c'est peut-être simplement une question d'ordre des choses, pas de savoir si cela arrivera. Si cela se produit, replaçons un peu ça dans le contexte du monde vers lequel nous nous dirigeons. D'après tous les indicateurs, il va y avoir un carnage en novembre. Nous sommes maintenant à moins de 90 jours de cette échéance,
Et il est probable que le prochain Congrès, qui prendra ses fonctions le 3 janvier de l'année prochaine, sera très largement démocrate. Il est même possible que le Sénat passe lui aussi aux démocrates. J'ai entendu certaines personnes ici, à Washington, qui affirment savoir que les démocrates ont déjà un plan cohérent, enchaîné enquête sur enquête, probablement des audiences de destitution, peu importe, pour paralyser complètement le président Trump et les républicains au cours des 2 prochaines années, à l'approche de 2028. Apparemment, c'est leur plan. Alors quand vous avez ce dysfonctionnement politique qui va maintenir le président Trump sur la défensive en permanence, et qu'en même temps, si cela redevient un conflit ouvert et que nous subissons une forte pression économique, quelles inquiétudes avez-vous quant à la viabilité et à la stabilité des États-Unis sur le plan intérieur? La structure de pouvoir sioniste juive aux États-Unis a dépensé, selon les estimations, 37 millions de dollars pour évincer Thomas Massie de son mandat. Alors, combien cela leur coûtera-t-il de garder le contrôle d'un nombre suffisant de sièges à la Chambre et au Sénat pour empêcher la destitution de Donald Trump? Je ne sais pas. Mais s'il faut 37 millions de dollars pour évincer un seul élu et qu'ils ont beaucoup d'argent, je veux dire, il y a des réserves d'argent qu'ils ont accumulées, et je parle de cette structure de pouvoir sioniste juive qui représente des centaines de millions de dollars. Cet argent pourrait être utilisé dans le but d'empêcher la destitution de Donald Trump afin qu'il puisse conserver le contrôle du gouvernement des États-Unis. À ce stade, ils l'ont déjà parce que nous savons que 80% de la Chambre et du Sénat sont de fait payés par le lobby pour faire qu'en C'est un fait. Il suffit de parcourir ça, de regarder les montants d'argent qui y entrent, et c'est sidérant. Parfois, ce sont des sommes énormes, et parfois pas tant que ça. Mais les élus sont tellement avides d'argent et tellement désespérés de rester en poste qu'ils feront presque n'importe quoi pour le conserver. Donc je suppose que cette élection ne va probablement pas très bien se passer pour Trump en particulier. Mais la vraie question, c'est, qu'en est-il de ce lobby? Peut-il garder le contrôle? Je pense qu'il a une chance d'y parvenir.